Chapitre 33 de 5 semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. 5 semaines en ballon de Jules Verne. Chapitre 33. Conjecture. Rétablissement de l'équilibre du Victoria. Nouveau calcul du docteur Fergusson, chasse de Kennedy, exploration complète du lac Tchad, Tangalia, retour, Larry. Le lendemain, 13 mai, les voyageurs reconnurent tout d'abord la partie de la côte qu'ils occupaient. C'était une sorte d'île de terre ferme au milieu d'un immense marais. Autour de ce morceau de terrain solide s'élevaient des roseaux grands comme des arbres d'Europe et qui s'étendaient à perte de vue. Ces marécages infranchissables rendaient sûre la position du Victoria. Il fallait seulement surveiller le côté du lac. La vaste nappe d'eau allait s'élargissant, surtout dans l'est, et rien ne paraissait à l'horizon, ni continent, ni île. Les deux amis n'avaient pas encore osé parler de leur infortuné compagnon. Kennedy fut le premier à faire part de ses conjectures au docteur. « Joe n'est peut-être pas perdu, dit-il. C'est un garçon adroit, un nageur comme il en existe peu. Il n'était pas embarrassé de traverser le Frith of Forth à Édimbourg. Nous le reverrons. Quand et comment, je l'ignore. Mais, de notre côté, ne négligeons rien pour lui donner l'occasion de nous rejoindre. »« Dieu t'entende, Dick, » répondit le docteur d'une voix émue. « Nous ferons tout au monde pour retrouver notre ami. Orientons-nous d'abord. Mais avant tout, débarrassons le Victoria de cette enveloppe extérieure qui n'est plus utile. Ce sera nous délivrer d'un poids considérable, 650 livres, ce qui en vaut la peine. » Le docteur et Kennedy se mirent à l'ouvrage. Ils éprouvèrent de grandes difficultés. Il fallut arracher morceau par morceau ce taffetas très résistant et le découper en minces bandes pour le dégager des mailles du filet. La déchirure produite par le bec des oiseaux de proie s'étendait sur une longueur de plusieurs pieds. Cette opération prit 4 heures au moins, mais enfin le ballon intérieur, entièrement dégagé, parut n'avoir aucunement souffert. Le Victoria était alors diminué d'un cinquième. Cette différence fut assez sensible pour étonner Kennedy. Sera-t-il suffisant ? Demanda-t-il au docteur. Ne crains rien à cet égard, Dick. Je rétablirai l'équilibre, et si notre pauvre Joe revient, nous saurons bien reprendre avec lui notre route accoutumée. Au moment de notre chute, Samuel, si mes souvenirs sont exacts, nous ne devions pas être éloignés d'une île. Je me le rappelle, en effet, mais cette île, comme toutes celles du Tchad, est sans doute habitée par une race de pirates et de meurtriers. Ces sauvages auront été certainement témoins de notre catastrophe, et si Joe tombe entre leurs mains, à moins que la superstition ne le protège, que deviendra-t-il ? Il est homme à se tirer d'affaire, je te le répète. J'ai confiance dans son adresse et son intelligence. Je l'espère. Maintenant, Dick, tu vas chasser aux environs sans t'éloigner toutefois. Il devient urgent de renouveler nos vivres, dont la plus grande partie a été sacrifiée. Bien, Samuel, je ne serai pas longtemps absent. Kennedy prit un fusil à 2 coups et s'avança dans les grandes herbes vers un taillis assez rapproché. De fréquentes détonations apprirent bientôt au docteur que sa chasse serait fructueuse. Pendant ce temps, celui-ci s'occupa de faire le relevé des objets conservés dans la nacelle et d'établir l'équilibre du second aérostat. Il restait une trentaine de livres de pemmican, quelques provisions de thé et de café, environ 1,5 gallon d'eau-de-vie, une caisse à eau parfaitement vide. Toute la viande sèche avait disparu. Le docteur savait que, par la perte de l'hydrogène du premier ballon, sa force ascensionnelle se trouvait réduite de 900 livres environ. Il dut donc se baser sur cette différence pour reconstituer son équilibre. Le nouveau Victoria cubait 67 000 pieds et renfermait 33 480 pieds cubes de gaz. L'appareil de dilatation paraissait être en bon état. Ni la pile ni le serpentin n'avaient été endommagés. La force ascensionnelle du nouveau ballon était donc de 3000 livres environ.
en réunissant les poids de l'appareil, des voyageurs, de la provision d'eau, de la nacelle et de ses accessoires, en embarquant 50 gallons d'eau et 100 livres de viande fraîche, le docteur arrivait à un total de 2830 livres. Il pouvait donc emporter 170 livres de lest pour les cas imprévus. Et l'aérostat se trouverait alors équilibré avec l'air ambiant. Ces dispositions furent prises en conséquence, et il remplaça le poids de Joe par un supplément de lest. Il employa la journée entière à ces divers préparatifs, et ceux-ci se terminaient au retour de Kennedy. Le chasseur avait fait bonne chasse. Il apportait une véritable charge d'oies, de canards sauvages, de bécassines, de sarcelles et de pluviers. Il s'occupa de préparer ce gibier et de le fumer. Chaque pièce, embrochée par une mince baguette, fut suspendue au-dessus d'un foyer de bois vert. Quand la préparation parut convenable à Kennedy, qui s'y entendait d'ailleurs, le tout fut emmagasiné dans la nacelle. Le lendemain, le chasseur devait compléter ses approvisionnements. Le soir surprit les voyageurs au milieu de ces travaux. Leur souper se composa de pemmican, de biscuits et de thé. La fatigue, après leur avoir donné l'appétit, leur donna le sommeil. Chacun, pendant son quart, interrogea les ténèbres, croyant parfois saisir la voix de Joe. Mais, hélas, elle était bien loin, cette voix qu'ils eussent voulu entendre. Au premier rayon du jour, le docteur réveilla Kennedy. « J'ai longuement médité, lui dit-il, sur ce qu'il convient de faire pour retrouver notre compagnon. Quel que soit ton projet, Samuel, il me va. Parle. Avant tout, il est important que Joe ait de nos nouvelles. Sans doute, si ce digne garçon allait se figurer que nous l'abandonnons, lui, il nous connaît trop, jamais pareille idée ne lui viendrait à l'esprit. Mais il faut qu'il apprenne où nous sommes. Comment cela? Nous allons reprendre notre place dans la nacelle et nous élever dans l'air. Mais si le vent nous entraîne, il n'en sera rien, heureusement. Vois, Dick, la brise nous ramène sur le lac, et cette circonstance qui eût été fâcheuse hier est propice aujourd'hui. Nos efforts se borneront donc à nous maintenir sur cette vaste étendue d'eau pendant toute la journée. Joe ne pourra manquer de nous voir là où ses regards doivent se diriger sans cesse. Peut-être même parviendra-t-il à nous informer du lieu de sa retraite. S'il est seul et libre, il le fera certainement. Et s'il est prisonnier, reprit le docteur, l'habitude des indigènes n'étant pas d'enfermer leurs captifs, il nous verra et comprendra le but de nos recherches. Mais enfin, reprit Kennedy, car il faut prévoir tous les cas, si nous ne trouvons aucun indice, s'il n'a pas laissé une trace de son passage, que ferons-nous? Nous essaierons de regagner la partie septentrionale du lac en nous maintenant le plus en vue possible. Là nous attendrons, nous explorerons les rives, nous fouillerons ces bords auxquels Joe tentera certainement de parvenir, et nous ne quitterons pas la place sans avoir tout fait pour le retrouver. Partons donc, répondit le chasseur. Le docteur prit le relèvement exact de ce morceau de terre ferme qu'il allait quitter. Il estima, d'après sa carte et son point, qu'il se trouvait au nord du Tchad, entre la ville de Lari et le village d'Ingemini, visités tous deux par le major Denham. Pendant ce temps, Kennedy compléta ses approvisionnements de viande fraîche. Bien que les marais environnants portaient des marques de rhinocéros, de lamantins et d'hippopotames, il n'eut pas l'occasion de rencontrer un seul de ces énormes animaux. À 7 heures du matin, non sans de grandes difficultés, dont le pauvre Joe savait se tirer à merveille, l'ancre fut détachée de l'arbre. Le gaz se dilata et le nouveau Victoria parvint à 200 pieds dans l'air. Il hésita d'abord en se tournant sur lui-même, mais enfin, pris dans un courant assez vif, il s'avança sur le lac et bientôt fut emporté avec une vitesse de 20 milles à l'heure. Le docteur se maintint constamment à une hauteur qui variait entre 200 et 500 pieds. Kennedy déchargeait souvent sa carabine. Au-dessus des îles, les voyageurs se rapprochaient même imprudemment, fouillant du regard les taillis, les buissons, les halliers, partout où quelque ombrage, quelque anfractuosité de roc eût pu donner asile à leurs compagnons. Ils descendaient près des longues pirogues qui sillonnaient le lac. Les pêcheurs, à leur vue, se précipitaient à l'eau et regagnaient leur île avec les démonstrations de crainte les moins dissimulées. Nous ne voyons rien, dit Kennedy, après 2 heures de recherche. Attendons, Dick, et ne perdons pas courage.
nous ne devons pas être éloignés du lieu de